journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Objectif Kharkiv, à n'importe quel prix. L'armée russe semble pressée de prendre la deuxième ville du pays et surtout prête à employer les grands moyens. Des parachutistes russes ont été largués cette nuit et ils ont engagé le combat pour la prise de la cité, ou ce qu'il en reste. Un tapis de bombes s'est abattu sur la ville toute la journée d'hier et cette nuit encore. On parle d'une vingtaine de morts parmi les civils. Les dégâts sont considérables. Nous sommes parvenus à joindre une habitante de Kharkiv. Tendez l'oreille parce qu'en pareilles circonstances, les liaisons sont forcément compliquées, mais vous allez l'entendre, elle est sous le choc. Notre ville est détruite. Des gens sont morts, des civils. Tout a explosé. Les immeubles, les infrastructures. À beaucoup d'endroits, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Je ne dors plus la nuit à cause des bombes et des roquettes. Moi et ma famille, on est sans défense. C'est dur, mais on essaie de ne pas paniquer. Un témoignage de Maria, une habitante de Kharkiv, jointe au téléphone par Thibaut Hu. Voilà, bombardement à Kharkiv, donc dans le nord-est de l'Ukraine. Prise de contrôle au sud de la grande ville maritime de Kherson. À Kiev, la capitale, on se prépare au siège et des volontaires affluent avant que le piège ne se referme. L'armée russe demande aux habitants de partir, prélude à un futur assaut alors que les bombardements ont encore été signalés cette nuit. Si les civils fuient, d'autres font le chemin en sens inverse et prennent les armes. C'est le cas des Ukrainiens installés en Pologne. Marion Gauthier, notre envoyé spécial à la frontière ukraino-polonaise, l'a constaté. Ils sont de plus en plus nombreux à rentrer au pays pour se battre. Reportage. Leur pas est rapide, déterminé, leur regard grave déjà fixé sur le poste frontière. Ils sont des dizaines à le franchir comme un seul homme en sens inverse. Prenez soin de vous, lancent certains dans la foule, émus par ces garçons en pantalon militaire bardés de sacs. La carrure imposante mais l'air encore juvénile. Pavel a 23 ans. Je vais là-bas car ma famille est là-bas. Ma maman, mon papa. Je vais défendre mon pays pour qu'ils ne viennent pas jusque chez vous. Jamais je n'aurais pensé qu'on en arriverait là au XXIe siècle, qu'on aurait la guerre et que des frères allaient attaquer d'autres frères. Lui va vers Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. C'est là, dit-il, que les volontaires sont répartis dans le pays selon leurs compétences et les besoins. Si j'ai peur? Non, parce qu'on parle de l'existence de notre patrie. Alors cette question ne se pose pas. Sans patrie, il n'y a pas de raison de vivre. Je viens de conduire mon fils à la guerre, mon troisième fils. Les deux premiers se battent déjà. J'ai de la colère et de la haine. On ne peut pas avoir pitié, on ne peut pas consoler, il faut qu'on fasse quelque chose. On pleurera plus tard, tant pis. Mais en regardant s'éloigner son trop jeune combattant, elle joint les mains et verse une larme. Médica, Marion Gauthier. Europe 1. Alors cette guerre provoque un élan de solidarité, mais du côté de la classe politique française, la riposte des Occidentaux fragilise le consensus national. On en a eu une illustration hier à l'Assemblée nationale. Les députés avaient bien leur ruban jaune et bleu aux couleurs du drapeau ukrainien, mais ils n'ont pas toujours parlé d'une même voix. Oui au soutien sans faille du peuple ukrainien, mais Jean-Luc Mélenchon s'inquiète des conséquences de l'aide militaire fournie par la France et l'Europe. Si frustrant que ce soit, l'alternative reste simple. Ou bien la diplomatie, ou bien la guerre totale. Tout doit aller à la diplomatie et rien, si peu que ce soit, à la guerre. Je regrette que l'Union européenne ait décidé de, je cite, fournir des armements nécessaires à une guerre. Cette décision ferait de nous des co-belligérants. Un engrenage s'enclenche. Avec quelle légitimité? Quand notre Parlement l'a-t-il décidé? Le leader de la France Insoumise et candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, chahuté par une partie des députés hier à l'Assemblée. Notez qu'Emmanuel Macron tiendra un nouveau conseil de défense ce matin à 9h. La guerre et ses conséquences sur le terrain. Autre guerre, celle menée sur le plan économique. Moscou tente de contourner les sanctions décrétées par les Occidentaux. Et Moscou vient de signer avec Pékin un très gros contrat pour la construction d'un gazoduc qui traversera notamment la Mongolie et la Chine. Il doit permettre de transporter jusqu'à 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. Explication de notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic. Alors que les sanctions économiques et diplomatiques pleuvent sur la Russie, c'est donc un véritable pied de nez à la communauté internationale, avec ce qui s'annonce déjà comme le plus grand contrat d'approvisionnement en gaz naturel de l'histoire. La construction de ce gazoduc qui va relier la Sibérie à la Chine en traversant la Mongolie aura une capacité de 50 milliards de mètres cubes par an, soit quasiment le même volume que le fameux gazoduc Nord Stream 2 qui devait relier la Russie à l'Allemagne et dont l'autorisation a été suspendue suite aux sanctions. Liu Xinwei est chercheur dans un cabinet d'intelligence économique à Pékin.
Pékin. La Russie exporte 650 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour, ce qui représente un quart du commerce mondial, dont 85% était exporté vers l'Europe. Car pendant le conflit, le gaz exporté de la Russie vers l'Europe par le système de gazoduc est forcément affecté. Et pour la Chine, c'est aussi une bonne affaire. Le pays connaît une boulimie d'énergie et cet hiver, les pénuries d'électricité ont mis des milliers d'usines à l'arrêt. Ce gaz russe est donc une aubaine aussi pour la deuxième économie du monde qui signe là un contrat stratégique afin de bâtir une véritable économie parallèle aux grandes dames des pays occidentaux. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et à propos de Nord Stream 2, on apprend que l'opérateur germano-russe de cet immense projet dépose le bilan pour ses créanciers comme le français Engie par exemple. Cela va se traduire par une perte d'1 milliard d'euros. Voilà, cela rappelle que les conséquences fonctionnent aussi dans les deux sens. Il y en a déjà pour les entreprises russes. Il y en a aussi des conséquences pour les Européens. On s'inquiète du côté des viticulteurs français. Les exportations de vin français vers la Russie sont en chute libre au salon de l'agriculture à Paris. Les viticulteurs ne cachent pas leur inquiétude. Reportage Maud Descamps. Sur les stands des viticulteurs, c'est l'un des principaux sujets de discussion, la chute des exportations vers l'Ukraine et la Russie. Thierry Motte est producteur de Chablis. Il devait envoyer une commande de 45 000 € cette semaine. Les palettes sont toujours sur son exploitation. Sur mon entreprise, l'Ukraine, c'est un marché d'environ 300 000 € à l'année. L'impact donc va être direct aujourd'hui. J'ai une commande en cours qui malheureusement ne partira pas et qui certainement dans l'année, voire les années prochaines, va se compliquer énormément. Et pour nous, c'est un marché qui se ferme. Le marché russe, lui aussi, est important pour les producteurs. Chaque année, ce sont 198 millions d'euros de vin qui sont exportés vers la Russie. Jean-Marie Favre, président des vignerons indépendants, s'inquiète de la flambée des prix des matières premières qui impactent aussi directement les producteurs. Tout ce qui est essentiel à l'ensemble des transformateurs pour nous produire des matières sèches est en train de flamber et on ne sait même pas s'ils auront les matières premières pour pouvoir fabriquer nos emballages, nos bouteilles, nos capsules. Le secteur réclame donc un coup de pouce du gouvernement pour les entreprises les plus impactées. Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Le reste de l'actualité en bref, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont obtenu les 500 signatures nécessaires pour se lancer dans la course à l'Elysée. Emmanuel Macron les a depuis longtemps, mais il ne s'est pas encore déclaré officiellement. Il pourrait le faire lors d'une intervention dans un journal télévisé. Enfin, le football avec la qualification pour la finale de la Coupe de France de Nice qui a battu Versailles 2-0. Les Niçois connaîtront leur adversaire ce soir. Ce sera Nantes ou Monaco. Coup d'envoi à 21h15. Merci beaucoup Christophe Lamar. On vous retrouvera à 8h30.